Oh, alors on s'attaque aujourd'hui, en fait on continue aujourd'hui la playlist pour les previews de la saison 2019-2020 et aujourd'hui on s'attaque pour la LNH, on s'attaque aux Devils du New Jersey. Alors les Devils du New Jersey, ce que je dois dire c'est que l'année passée ça a été une saison plutôt décevante, surtout des suites à l'espoir qu'avait laissé présager la saison d'avant. En 2017-2018, les Devils avaient réussi 97 points et avaient été éliminés en première ronde des séries éliminatoires. L'année passée, les Devils ont 72 points puis ils n'ont pas participé aux séries éliminatoires. Alors honnêtement, ça a été encore une fois une saison qui a été difficile pour les Devils. Dans les dernières années, c'est pas vraiment très facile pour eux. L'année passée, pas l'année passée, mais l'autre année d'avant, je dirais que ça a été très surprenant de les voir participer aux séries, mais quand même, il avait connu relativement une bonne saison et c'était en très grande partie grâce à Taylor Hall. Taylor Hall, en gros, l'année passée, il a été blessé une très très grosse partie de la saison. Il a joué uniquement 33 matchs. Puis honnêtement, les blessures, ça a été en partie l'histoire des Devils l'année passée. Donc là, juste pour vous donner une idée, là, il y a eu des blessés à long terme qui ont été des blessés d'impact. On va compter dans le lot Taylor Hall, Nico Hischier qui a joué 69 matchs, Vatanen qui a joué 50 matchs, Corey Schneider aussi qui a été blessé pendant une période de temps. Fait qu'il y a eu quand même des joueurs qui étaient importants, entre autres Taylor Hall, qui est de loin le meilleur joueur offensif de cette équipe-là, qui a été blessé à très long terme et ça, c'est quelque chose qui a fait excessivement mal. Alors ça, on va voir cette année. Si l'équipe réussit à rester en santé, ça leur filerait tout un coup de main. Également, on a fait l'acquisition de certains joueurs pendant la saison morte qui peuvent aider l'équipe à s'améliorer, à savoir maintenant est-ce qu'ils vont être au bon niveau. Ben là, ça, c'est quelque chose qu'on va voir. Et un gros point d'interrogation qu'on a pour la saison prochaine avec les Devils, signature de Taylor Hall. Ça pourrait changer la dynamique. Alors là, on va commencer avec l'année passée. Bon, l'année passée, les Devils du New Jersey, c'est 31 victoires, 41 défaites, 10 défaites en prolongation pour un total de 72 points, ce qui leur donne le 29e rang dans la Ligue et le 15e dans la conférence. Seuls les Sénateurs ont été pires qu'eux autres l'année passée. Une moyenne de buts marqués de 2,67, ça leur donne le 25e rang dans la LNH à égalité. Une moyenne de buts encaissés de 3,30, ça leur donne également le 25e rang dans la Ligue à égalité. Un avantage numérique de 17,7%, ça leur donne le 21e rang dans la Ligue et le désavantage à 84,3%, ça leur donne le 4e rang dans la Ligue nationale. Alors, au niveau du désavantage, ça a du sens. Tout le reste, ça n'a pas de sens. Donc, en gros, l'année passée, ça a été difficile parce que les gardiens de but, entre autres, n'ont pas fait la job, tout simplement. Dans le cas de Corey Schneider, il a été blessé une partie de la saison. Il avait été opéré au niveau de la hanche. Par la suite, il y a eu une blessure aussi au niveau des abdos. Donc, c'est un gars qui a manqué quand même beaucoup de matchs. Et quand il a été opéré au niveau des hanches, après ça, quand il est revenu, c'était plus le gardien qu'on souhaitait qu'il devienne quand on a fait son acquisition. On voyait vraiment en lui un gardien de but partant. Et ses statistiques le montrent, ça n'a pas été très reluisant l'année passée. On espère qu'il va se relever dans le cas de Corey Schneider et Keith Kincaid qui n'a pas non plus été à la hauteur. Fait que bref, l'année passée, on a découvert Blackwood qui, lui, a peut-être été surprenant dans cette saison-là. Mais les deux autres gardiens, par contre, ça l'a pas été à la hauteur. Première moitié de saison, l'année passée, les Devils, c'est 16 victoires, 39 points, 13e rang dans l'Est. La deuxième moitié de la saison, 15 victoires, 33 points, 14e rang dans l'Est. Alors, ils ont terminé au total 15e dans l'Est, ce qui fait qu'on est à des années-lumière d'une place en séries éliminatoires. Le meilleur buteur l'année passée, c'est Palmieri avec 27 buts. Le meilleur pointeur, c'est Palmieri avec 50 points. Et le meilleur défenseur, c'est Svensson avec 39 points, moins 27. Il n'y a pas de défenseur qui est dans le positif dans cette équipe. En tout cas, pas de défenseur qui a joué beaucoup de matchs qui est dans le positif dans cette équipe-là. Le moins pire au niveau du différentiel, plus-moins, c'est Green. Puis si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il était à moins 9. Fait que, honnêtement, trouver un défenseur qui a un plus-moins qui a du sens dans cette équipe-là, très difficile. Au niveau des jeunes qui devraient faire partie de cet alignement-là, ben écoutez, je pense que les deux qui ont le plus de chance, c'est probablement Jake Hughes puis Mackenzie Blackwood. Ça, c'est les deux qui, sans dire que c'est sûr, il y a des très fortes chances qu'ils fassent partie de l'alignement sur une base régulière l'année prochaine. Alors, dans le cas de Jake Hughes, lui, c'est un choix de première ronde en 2019, 18 ans, un joueur de centre. Écoutez, c'est un talent exceptionnel, ce gars-là. Donc, il a été le premier choix. D'après moi, il devrait jouer sur une base régulière dans la NH l'année prochaine. L'année passée, dans le service, pas le service, mais le US, je sais pas trop quoi, le programme américain. Voilà, dans le programme américain, c'est un total de 112 points en 50 matchs. C'est très impressionnant dans le cas de Jake Hughes. Un bon playmaker, un joueur qui a une très très belle vision.
C'est un gars qui a un fort potentiel, qui devrait éventuellement être un premier ou deuxième centre pour l'équipe. Par la suite, je vais également parler de Mackenzie Blackwood, 22 ans, choix de deuxième ronde en 2015. Dans le cas de Blackwood, lui, il a joué l'année passée un total de 23 matchs dans la Ligue nationale avec les Devils. C'est une moyenne de 2,61, 918. Tous les autres gardiens avaient une moyenne chez les Devils, avaient une moyenne de genre 3. Puis c'était pas dans les 900 avancés, mettons, c'était dans les 800, ou sinon comme lui, tu vois, c'est 903 pour ce qui est de Corey Schneider. Fait que Blackwood, lui, avec 918, c'est quand même bien. Et il y a des fortes chances qu'on voit Blackwood comme étant l'auxiliaire, peut-être même le partant, tout dépendamment des performances de Schneider. Fait que ce gars-là, on devrait le voir sur une base régulière dans la NH l'année prochaine. Dans le cas du joueur de centre Jasper Boquist, 20 ans, choix de deuxième ronde en 2017, lui, il jouait dans la Ligue d'élite de Suède l'année passée. C'est un total de 35 points en 51 matchs. Il a été un des meilleurs. En fait, c'est un des meilleurs espoirs, excusez, au niveau offensif des Devils. Et s'il advienne que cette année, il ne fait pas la LNH, il ne jouera probablement pas dans la Ligue américaine. Il va probablement tourner en Suède. Donc, c'est un gars qu'on voit ayant un bon potentiel sur un point de vue offensif. En termes de recrue l'année passée dans la Ligue d'élite de Suède, il a bien fait. Alors, c'est peut-être éventuellement un gars qui pourrait rentrer dans cet alignement-là, mais je crois qu'il y a plus de chances qu'il retourne jouer en Suède, tout dépendamment de son training camp. Je vais également parler de Ty Smith, un défenseur de 19 ans, choix de première ronde en 2018. Dans son cas, à lui, c'est assurément le meilleur défenseur dans les espoirs des Devils. Mais il faut dire qu'ils n'ont pas nécessairement énormément d'espoir au niveau de la défensive. Mais ça, c'est assurément le meilleur défenseur. Ty Smith, l'année passée, il jouait dans la WHL et un total de 69 points en 57 matchs. Il a été il y a 31 points, mon Dieu, il y a 31 points de ces 69 qui ont été faits en avantage numérique. Ça peut être intéressant pour un avantage numérique qui est anémique comme celle des Devils. Il a été nommé défenseur de l'année dans la WHL, mais aussi défenseur de l'année dans la LCH, là, dans toutes les ligues au travers du Canada. Donc, c'est le défenseur de l'année au pays, Smith. Alors, moi, je pense qu'il y a des chances qu'il joue dans la Ligue nationale l'année prochaine. Et on clore le tout avec le joueur de centre Michael McLeod, 21 ans, choix de première ronde en 2016. Dans le cas de McLeod, lui, dans la Ligue américaine, c'était 33 points en 55 matchs. Il a été la meilleure recrue pour le club l'année passée à Binghamton. Alors, c'est un gars qui pourrait être appelé, mais je doute qu'il commence régulier dans la LNH cette année. Bon, ça c'est un line-up que moi je vous propose. C'est un line-up où il y a beaucoup de jeunes qui sont là-dedans, donc j'essaye de mélanger les jeunes avec des un petit peu plus vieux, parce que j'aime pas l'idée de faire jouer des jeunes avec des jeunes. Je me dis aussi bien rajouter un petit peu d'expérience là-dedans. Alors je pense que c'est un line-up qui aurait à peu près du sens. Maintenant, une chose qu'on doit mentionner, c'est que un gars comme Goutsev qui a été acquis pendant la saison morte, on sait pas à quoi s'attendre de lui. On sait que c'est un excellent joueur sur un point de vue offensif. C'est le gars qui était établi comme étant le joueur le plus talentueux à l'extérieur de la LNH. Comment il va s'adapter à la Ligue nationale, on n'en a aucune idée. Mais assurément, c'est un gars à caractère offensif. Dans le cas de Jake Hughes, ben lui, on ne sait pas non plus comment il va s'adapter. Il jouait quand même au niveau du programme américain l'année passée, il ne jouait pas professionnel. Dans le cas de Wayne Simmons, puis Piquet Subban, c'est deux gars qui ont été acquis pendant la saison morte. On sait pas, ils n'ont pas eu des bonnes saisons l'année passée. On ne sait pas vraiment comment ils vont s'adapter. Fait que moi, j'y étais avec le potentiel plus que les statistiques de l'année passée. Alors, au niveau de l'aile gauche, je pense que le premier ailier gauche, le premier centre, puis peut-être même le premier ailier droit, il n'y a pas vraiment de questions à se poser là-dessus. Le premier ailier gauche, c'est assurément Taylor Hall. Ça, il n'y a pas de question. Et c'est le gros point d'interrogation pour cette année. Taylor Hall, son contrat se termine cette année. Alors là, c'est à savoir. Pour l'instant, les négociations, semble-t-il, ne vont pas de bon train. Ils vont vraiment très, très, très tranquillement. Et ce qui peut être un problème, c'est les diversions que ça va créer alentour de ça. Peut-être est-ce que ça va affecter, lui, ses statistiques. Peut-être est-ce que ça va affecter général, parce que si, exemple, il y a beaucoup d'attention qui est ciblée alentour de la négociation de son contrat, ça se pourrait que ça défocalise un peu l'équipe, puis ça pourrait être un problème. Donc, ça pourrait être une distraction Taylor Hall cette année. Moi, j'espère pour l'équipe, pour les Devils, que ce gars-là signe rapidement, parce que sinon, ça peut être un problème à long terme, les distractions qui vont être liées à la négociation de son contrat. L'année passée, Taylor Hall, c'est 37 points en 33 matchs, mais il s'est blessé. C'est la raison pour laquelle il n'a pas joué une saison complète. Assurément, il jouait une saison complète, il aurait été le meilleur pointeur de cette équipe-là. Par la suite, Nico Hischier, premier centre, 47 points en 69 matchs l'année passée. Une belle adaptation qui s'est faite au niveau de la LNH pour ce gars-là. Fait qu'on espère qu'il continue à progresser. Et honnêtement, c'est un gars qui donne ce que les Devils attendent de lui. Fait on le garde comme étant le premier centre. Au niveau de la droite, on y va avec un joueur d'expérience. C'est Palmieri. L'année passée,
c'est 50 points en 74 matchs, dont 27 buts. Alors, c'est un joueur d'expérience qui peut être intéressant à avoir joué avec Nico Hischier. Puis honnêtement, je pense que c'est quand même une première ligne qui aurait à peu près du sens. Pas la meilleure première ligne de toute la ligue, mais quand même une qui a du sens. Par la suite, au niveau de la deuxième ligne, c'est là où je vais avec des gars qui seraient nouveaux dans l'organisation. On y va avec Gutsev à l'aile gauche, 82 points en 62 matchs dans la KHL. La KHL, c'est un gros niveau quand même. C'est des joueurs professionnels, puis c'est la deuxième ligne. Là. Après la Ligue nationale, c'est la deuxième ligne en termes de potentiel. Puis ça a été le meilleur attaquant de la Ligue l'année passée. C'est la raison pour laquelle je pense que ce gars-là va jouer sur le top 6. Par contre, il ne dépassera assurément pas Taylor Hall. Ça, je suis convaincu de ça, sauf si Taylor Hall se blesse encore. Par la suite, j'y vais avec Jake Hughes, qui lui jouait au niveau du programme américain l'année passée, 112 points en 50 matchs. Tout un prospect. Il devrait jouer sur une base régulière dans la LNH. C'est un gars que je ne veux pas voir jouer sur un quatrième trio. À la limite, peut-être sur un troisième trio s'il va lui donner moins de responsabilités. Idéalement, moi, je préfère qu'il commence tout de suite au centre. Il y a des gens qui l'ont mis à l'aile. Je préférerais qu'il commence quand même tout de suite au centre. Mais tu as quand même beaucoup de joueurs de centre dans cette équipe-là. Fait que ça serait possible de le faire bouger à l'aile. Ça, c'est un choix qui va revenir à l'entraîneur et non pas nécessairement à moi. Moi, je le mettrais deuxième centre. Par la suite, j'y vais avec Wayne Simmonds, un joueur d'expérience qui peut jouer physique aussi. 30 points en 79 matchs l'année passée. Il peut donner plus que ça et je m'attends à ce qu'il donne plus que ça. Alors pour moi, ça serait intéressant de voir Wayne Simmonds qui joue avec d'expérience dans la LNH, qui va jouer avec Gutsev et avec Jake Hughes. Pour moi, c'est quelque chose qui serait très intéressant comme deuxième ligne. Par la suite, en termes de troisième allié gauche, j'y vais avec Coleman, 36 points en 78 matchs. En termes de troisième centre, j'y vais avec Travis Zajac, 46 points en 80 matchs. Honnêtement, c'est des trois premiers centres qui ont bien du sens. Ça. Au niveau de la ligne de centre, ça a bien de sens. Et le troisième ailier droit, j'y vais avec, je crois que c'est Jesper Bratt, si je ne me trompe pas en termes de son petit nom. Et Jesper Bratt, c'est un jeune homme qui, pour l'instant, progresse vraiment très très bien. Et c'est la raison pour laquelle on lui fait confiance là-bas. C'est un gars qui pourrait éventuellement bumper out Wayne Simmonds sur le deuxième trio. On a confiance en lui, il a des bonnes qualités offensives. L'année passée, c'est 33 points, 51 matchs. S'il avait joué une saison complète, ça aurait été probablement une cinquantaine de points. Alors moi, je pense que ce gars-là peut aisément bumper out Wayne Simmonds. La seule chose que j'aimais pas, c'est de faire jouer lui qui est jeune avec Jake Hughes qui est jeune. Donc, c'est la raison pour laquelle moi je le mettais sur un troisième trio. Mais avec Travis Zajac, c'est quand même pas piquer des verres non plus. Je pense que ça peut lui donner des bonnes chances. Par la suite, en termes de quatrième ligne, je vais avec Wood, 24 points en 63 matchs. Zaka, 25 points en 61 matchs. Et John Hayden, 5 points en 54 matchs. Bon, et honnêtement, j'y vais avec Hayden tout simplement à cause de son expérience. Puis parce que je veux pas voir jouer un gars comme Boquist ou McLeod sur le quatrième trio. C'est des jeunes qui veulent jouer peut-être plus offensivement. Alors à ce moment-là, peut-être est-ce que McLeod serait plus intéressant à faire jouer sur un quatrième trio que Boquist. Boquist, si tu as à l'utiliser sur un quatrième trio, tant qu'à ça, envoie-le en Suède. Qui aille jouer des grosses minutes dans une ligue d'élite plutôt que de le faire jouer sur un quatrième trio dans la LNH. Mais ça, c'est mon opinion. Également, on va en termes de scratch avec Skinny, Roney et Anderson. Bon, au niveau des défenseurs. Là, à ce niveau-là, je vous avoue, je me suis amusé un petit peu. Moi, j'y vais comme premier défenseur gauche avec le vieux Andy Green. Andy Green, l'année passée, c'est 25 points en 82 matchs. La raison pour laquelle j'y vais avec lui, c'est parce que c'est lui qui a le meilleur différentiel plus-moins de l'équipe. Si je ne fais pas erreur, il me semble qu'il y avait moins 9. Puis en termes de défenseurs, le moins 9, c'est vraiment excellent pour ce qui est de cette équipe-là. Donc, Andy Green, moins 9, effectivement. Donc, c'est la raison pour laquelle je le mets comme premier défenseur. C'est parce que je veux le faire jouer avec Piquet Subban, qui est un joueur qui bouge beaucoup et qui avance beaucoup. La nouvelle acquisition de Piquet Subban, assurément, c'est leur meilleur défenseur actuellement. Quoique, il faut qu'il se reprenne en main parce que l'année passée, il y a eu une saison de misère avec 31 points en 63 matchs. Mais d'après moi, avec le temps de glace qui va avoir l'avantage numérique, tout le blablabla, là, cette année, il devrait avoir beaucoup plus que 31 points. C'est l'intuition que j'ai. Et je veux le faire jouer avec Andy Green pour qu'il y ait quelqu'un qui soit en arrière et qui puisse backer défensivement. Je veux pas le voir jouer avec Butcher qui est plus jeune. Je ne veux certainement pas le voir jouer, excusez-moi, avec Smith. Peut-être avec Vatanen. Ça pourrait être intéressant. Vatanen aussi un joueur d'expérience qui a été un défenseur gauche. Donc ça pourrait peut-être être intéressant de le faire jouer aussi sur la première paire. Mais dans l'immédiat, moi je mets Green avec Subban comme première paire. J'y vais avec Butcher, 30 points en 78 matchs l'année passée, qui va jouer avec Servertson, 39 points en 82 matchs l'année passée. Ça a été le meilleur défenseur au niveau des statistiques individuelles, mais assurément pas au niveau des différentiels plus-moins. Toute l'équipe en a rushé au niveau du différentiel plus-moins. Alors à ce moment-là, Servertson qui est quand même pas tellement vieux, qui va jouer avec un jeune. Donc à ce moment-là, je pense que ça fait un beau mix assez intéressant. Deux gars qui peuvent se porter à l'attaque, by the way. Par la suite, j'y vais avec un jeune. J'y vais avec Ty Smith. L'année passée, il jouait dans la WHL, 69 points en 57 matchs. Je vous en ai déjà parlé. Il a gagné, entre autres, le défenseur au pays au Canada. Fait que moi, c'est quelque chose qui me met en confiance. Puis je me dis, tant qu'à ça, on l'essaye avec Vatanen, un joueur d'expérience. Il devrait jouer quand même relativement en confiance. 17 points en 50 matchs l'année passée, Vatanen. Il peut faire mieux que ça. Mais je pense que de jouer
vas avec un joueur d'expérience et de le faire jouer tout de suite dans la LNH, ce sont des choses plausibles et qui seraient même peut-être intéressantes. Par la suite, en termes de scratch, j'y vais avec Carrick et Mueller. Au niveau des gardiens de but, ben là, ça a été difficile l'année passée, puis il n'y a pas grand-chose qui a changé. Donc, on verra. On espère que les gardiens de but vont se reprendre en main. Dans le cas de Cory Schneider, ben lui, ça a été très difficile quand il est revenu après son opération au niveau des hanches. Mais en fin de saison, ça a été un petit peu mieux. Alors, c'est la raison pour laquelle je le mets comme étant gardien de but partant. C'est parce qu'il a plus d'expérience. Puis la fin de saison a été plus optimiste que quand il était revenu de son opération. L'année passée, dans le cas de Cory Schneider, c'est 26 matchs, 3.06 de moyenne, 903 d'efficacité. Et ça s'est rattrapé en fin d'année parce que ce n'était pas le cas en début d'année. Par la suite, j'y vais avec Mackenzie Blackwood, qui lui serait mon auxiliaire. 23 matchs l'année passée dans la LNH, 2.61, 918 d'efficacité, une belle surprise. Donc lui, c'est un gars qui peut challenger Schneider. Au pire aller, on fait un mariage à deux. That's it. Puis j'y vais comme troisième gardien de but avec Cormier, qui jouait dans la Ligue américaine l'année passée. Il a joué 15 matchs, une moyenne de 2.96, 902. Rien d'exceptionnel. Il va être appelé uniquement en cas de blessure. Et même encore là, ça pourrait peut-être être un autre, là, parce qu'honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gars qui ont de l'expérience dans la Ligue américaine des Devils là, en ce moment. Alors, voici donc de quoi ça a l'air. En regardant toutes les nouvelles acquisitions, les moves qui ont été faites, écoutez, repêchage, signature, transaction, on a été chercher des gars qui peuvent influencer. L'avantage numérique, théoriquement, devrait être meilleur cette année. Pourquoi? Parce que Huge peut participer largement à ça, parce que Goutsev peut participer largement à ça, et la pierre angulaire, c'est Piqué Souban. Donc, l'avantage numérique devrait s'améliorer. La moyenne de buts marqués par match devrait s'améliorer. Si Cory Schneider continue comme en fin de saison, la moyenne de buts alloués devrait descendre un petit peu. C'est une équipe qui devrait faire un peu mieux que l'année passée, mais encore là, il y a trop d'incertitudes. Wayne Simon, on ne sait pas s'il va se reprendre en main. Subban, on ne sait pas s'il va se reprendre en main. Schneider, on ne sait pas s'il va se reblesser. Goutsev, on ne sait pas comment il va s'adapter. Alors, il y a trop de points d'interrogation dans cette équipe-là. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas super optimiste avec les Devils pour l'année prochaine. Alors, si l'année passée, ils ont fini 15e, moi, d'après moi, c'est une équipe qui va encore finir relativement bas. Alors, j'irai peut-être pas nécessairement 15e, mais on va dire un 13 à 16, genre. Dans ces eaux-là, vraiment dans la cave de la conférence de l'Est, parce que j'ai pas énormément confiance en eux. Il y a des gens qui disent qu'ils vont faire partie des séries. Écoutez, si j'ai le temps là, d'ici la fin de la saison morte, mais en fait d'ici le début de la saison, je vais essayer de faire une vidéo récapitulative où je vais mettre vraiment très clairement les positions des équipes, là, d'après moi, ce qu'ils vont finir. Mais peut-être qu'ils vont challenger. Ils sont durs à dire. Il y a trop de points d'interrogation dans cette équipe-là. Il y a trop d'incertitudes. Fait que bref, au niveau de la division, parce que The Hockey Guy, lui, il va avec la division, c'est la métropolitaine, eux autres. Moi, d'après moi, j'irais avec le bas de la métropolitaine. Fait que je vous dirais 4 à 6. Peut-être pas dernier, mais 4 à 6. Ouais, c'est ça. Fait que pour moi, les Devils de New Jersey l'année prochaine devraient finir entre 4 et 6e au niveau de la métropolitaine. Pour The Hockey Guy, les Devils devraient finir entre 3 et 6. Fait qu'on est assez d'accord là-dessus. Même que lui est peut-être un petit peu plus optimiste que moi. Alors, quelle est votre opinion à vous? Quels joueurs d'après vous qui peuvent sortir du lot pour qu'on s'en attendait pas? Moi, je pense vraiment que Jake Hughes est probablement le joueur qu'on va le plus observer dans cette équipe-là. Puis ça serait intéressant de voir Smith jouer dans la Ligue nationale l'année prochaine. Boquist, peut-être qu'il va réussir à se faire un spot, donc ça pourrait être intéressant lui aussi. Quels sont les joueurs, pardonnez-moi, qui sont à risque? Ben là, moi, j'ai mis Hayden dans l'alignement, mais honnêtement, je pense que c'est un gars qui peut très bien partir à peu près n'importe quand. Là. Fait qu'à ce moment-là, je ne pense pas que ce soit. Puis dans le cas de Vatanen, ben, on verra parce que c'est un gars qui a ralenti. Si ça reprend en main, ça va bien aller. Si ça reprend pas en main, ça devient risqué. Fait que bref, quels joueurs d'après vous qui vont sortir du lot et qu'on s'en attendait pas? Quels joueurs qui sont à risque dans l'équipe? À quelle position vous pensez que les Devils vont terminer? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, ben n'oubliez pas de l'aimer si vous l'avez vraiment aimé et que vous avez envie de jaser de hockey avec un petit peu plus de monde. Ben, je vous invite bien entendu à la partager, question qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Également, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications parce que la liste des previews n'est pas encore terminée. Alors, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo. D'ici là, ciao, bye!